Allez, je vous propose pour bien saisir maintenant les enjeux de la transition énergétique d'accueillir nos premiers intervenants. Je les invite à me rejoindre à l'énoncé de leur nom. Tout d'abord, on va échanger avec Jean Lépine, vice-président du SDE. Vous allez nous dire pourquoi nous devons faire collectivement notre transition énergétique, pourquoi il faut transformer notre système de production, de distribution et de consommation d'énergie. Je vous invite à vous mettre ici, au milieu, si vous voulez bien, Jean. Et pour relever le défi climatique, éviter un réchauffement accéléré, il va falloir bannir les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel. Et cette transition énergétique, eh bien, elle sera pour beaucoup électrique. On en parle avec Thomas Fraioli, directeur régional d'Enedis. Enedis qui est en charge de la gestion et de l'aménagement du réseau de distribution d'électricité en France. Oui, mettez-vous là, il n'y a pas de plan de table. Notre consommation électrique, elle va être multipliée par 2 et on verra avec vous avec quels usages et comment réussir ce pari de la décarbonation par l'électricité. Nous rejoint également Emmanuel Romieux, directeur de l'AEC. Vous allez vous mettre à côté de Jean Lépine. L'AEC qui est une société de conseil. Vous travaillez avec les collectivités sur la planification des politiques énergétiques locales. Et on va voir avec vous quelles sont les conséquences de la transition énergétique pour les territoires, comment les collectivités peuvent, elles, être pleinement pilotes de cette transition. Alors, cette table ronde va être divisée en 2 temps. Dans un premier temps, on va aborder les enjeux avec vous, et puis ensuite, on verra les obstacles et les leviers à activer. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Jean Lépine, je propose qu'on commence avec vous. Oui, le micro doit marcher. On va tapoter dessus, on va voir ça. Ouais, ça marche. On est impeccable. Je vous propose de mettre près du menton, comme ça on vous entendra bien. Jean, pourquoi c'est important de s'engager dans cette transition énergétique dans le monde, en France et ici, dans Lyon? Eh bien, bonjour mesdames, messieurs. Je vais être plus basique et terre à terre que la brillante oratrice qui m'a précédé. Et je devrais pourtant tout savoir, puisque grâce à mon âge avancé, j'ai vécu les 70 ans dont elle a parlé, de transformation profonde des coutumes, des techniques, etc., etc. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il faut s'engager dans la transition énergétique? La réponse à votre question est à la fois simple et complexe. Elle relève d'un raisonnement à plusieurs étages, si vous voulez. Premièrement, il faut constater, tout le monde est d'accord là-dessus, le réchauffement de la planète, c'est quelque chose d'incontestable et il faut essayer de limiter ce réchauffement si on veut éviter les graves désordres qui en résulteraient. La question suivante est la recherche des causes de ce réchauffement. Alors là, il est presque unanimement reconnu que ce réchauffement est imputable à l'accroissement de la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, c'est-à-dire essentiellement gaz carbonique, mais aussi le méthane. Et troisième niveau du raisonnement, cette augmentation des concentrations est de l'avis de la plupart, de la très grande majorité des experts, due à l'activité humaine depuis la révolution industrielle. Donc consommation effrénée de charbon, de pétrole, etc., etc. Et donc, d'où l'urgence de prendre des mesures. Donc, d'où nécessité de prendre des mesures pour que l'activité humaine ne continue pas à détériorer la situation. Alors, la mesure générale, c'est précisément la transition énergétique. Alors, qu'est-ce que la transition énergétique? C'est la transformation de notre système de production, de distribution et de consommation d'énergie pour le rendre moins polluant. Pour faire simple, il faut réduire notre consommation d'énergie fossile. Elle est encore considérable à l'échelle de la planète, il faut bien voir ça. Et il faut la remplacer par un système plus écologique, reposant sur des énergies renouvelables, solaire, éolien, biomasse, etc., ainsi que sur le nucléaire, dont il a enfin, après bien des années de discussion, été reconnu que malgré ses défauts, il était incontournable. Et cette transition, nous devons la faire à tous les niveaux, national, départemental, communal, etc., tout en étant conscients que ce que nous faisons à l'échelle de la France, voire à l'échelle de l'Europe, n'est pas très important, voire négligeable au niveau de la planète. Donc ce que nous faisons a essentiellement une valeur d'exemple, mais une grande valeur d'exemple. Et c'est pourquoi il faut continuer à œuvrer dans cette direction. Alors c'est dans ce contexte très délicat que nos décideurs politiques et économiques
doivent décider, tout en résistant aux oukases des écologistes radicaux. Il leur faut trouver les mesures bonnes, efficaces et acceptables par la population. Et là, il faut bien reconnaître que quelquefois, les choses dérivent, voire peut-être dérapent. Je vous citerai 2 exemples. Par exemple, moi c'est une marotte, l'interdiction des chaudières fuel est une mesure qui pénalise les ménages modestes. Donc, de mon point de vue, c'est une mesure qu'il faudrait aménager. De même, autre mesure importante, c'est l'interdiction des véhicules thermiques en Europe à partir de 2035. Alors, c'est très inquiétant, à mon avis, pour nos constructeurs automobiles, parce que nos constructeurs automobiles sont en train de virer complètement à l'électrique, alors qu'en 2035, il est absolument évident qu'on aura encore besoin de beaucoup de véhicules neufs thermiques. Alors, qui construira ces véhicules neufs thermiques? Eh bien, ça sera les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Russes et même les Américains. Et nous, on n'en construira plus si on continue dans la direction dans laquelle on s'est orienté. Donc, pour conclure, de la transition énergétique, tout à fait d'accord, totalement d'accord, mais s'il vous plaît, ne scions pas les branches sur lesquelles nous sommes assis. Merci Jean Lépine pour ce rappel des enjeux. Merci de nous avoir expliqué pourquoi cette transition énergétique, elle s'impose à nous toutes et tous. Alors, on va voir maintenant concrètement ce que nous pouvons faire et devons faire pour relever ce défi. Manuel Romieux, le premier des enjeux dans la transition énergétique, on n'en parle pas souvent, mais ça y est, ça commence à rentrer, c'est d'abord la sobriété. Oui, merci, bonjour à tous. Évidemment, le premier pilier de cette transition que vient brillamment de décrire M. Lépine, c'est consommer moins et consommer mieux. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par réfléchir comment produire différemment, plus, etc. Le premier pilier absolument essentiel, c'est cette notion de sobriété énergétique et de changement des modes de consommation. La sobriété commence par des actions individuelles qui ont été beaucoup poussées lors des crises d'approvisionnement et de prix de l'énergie qu'on a vécues récemment, le chauffage à 19 degrés, etc., dont vous avez beaucoup entendu parler. Donc cette sobriété, c'est un changement de comportement individuel. Ça sera aussi des projets comme l'a décrit le président Loury tout à l'heure sur l'éclairage public. C'est des projets de transformation importants qui nécessitent de l'ingénierie, des financements, de la réalisation, donc des entreprises capables de le réaliser. Et le plus grand défi de cette sobriété sera évidemment la rénovation du parc de bâtiments, que ce soit tertiaire, que ce soit industrie ou que ce soit évidemment logement. Cette rénovation logement et tertiaire, c'est une grande transformation des entreprises, des bureaux d'études, des collectivités locales et des bailleurs sociaux ou autres acteurs qui nécessitent beaucoup de projets diffus sur le territoire. Et on voit qu'il y a d'énormes blocages en ce moment sur ce sujet-là. Je pense que c'est un des plus gros défis, un des plus gros leviers qu'on doit essayer de lever au niveau des territoires pour cette transition. Alors les scénarios d'Enedis et de RTE nous montrent aussi que la transition énergétique elle va être essentiellement électrique. On va démultiplier nos besoins d'électricité parce qu'on va avoir des nouveaux usages électriques. Quels vont être ces nouveaux usages, Thomas Fraioli? Et donc pourquoi cette augmentation massive d'électricité? Bien, bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier le président Loury de m'avoir invité. Je vous remercie. Il y a 2 semaines, notre présidente, Marianne Léniaud, nous a réunis les dirigeants d'Enedis, et elle a dit « Nous avons un mur d'activité devant nous ». On le voyait venir, on l'avait imaginé, les scénarios de RTE l'avaient prévu, mais c'était encore plus important que ce qu'on avait prévu. La multiplication des usages, qui s'inscrit dans cette stratégie nationale bas carbone, eh bien, on la voit tous les jours, mais ce dont je me suis aperçu, donc à la direction régionale, c'est que d'une année sur l'autre, de 6 mois en 6 mois, eh bien, ces évolutions s'accéléraient. Je vous donne un exemple très concret. Alors, bien sûr, la mobilité électrique. Vous savez, aujourd'hui, à peu près 1,8 million de véhicules en France. 2035, 18 millions, multiplié par 10. Pour les bornes électriques, c'est pareil. Les pompes à chaleur. Le gouvernement décide d'une aide à la rénovation énergétique des bâtiments. On a notre demande qui croît de 20%. Et tout d'un coup, tout le monde veut une pompe à chaleur. Les promoteurs mettent en service 200 pompes à chaleur d'un coup. Et ce que n'ont pas prévu, effectivement, les clients, c'est qu'ils devaient renforcer leur réseau. Quand on prend une pompe à chaleur, concrètement, on passe son abonnement de 6 à 9, voire 12 kVA. Bon, ça a un impact sur le réseau parce que le plus petit dénominateur commun des énergies renouvelables, du soutirage, de ce qu'on consomme,
C'est le réseau, c'est le tuyau. Tout passe par là. Tout passe par le réseau. Et on a un réseau qui a une durée de vie entre, on va dire, 30, 40 ans. Et bien que ce réseau, il n'est pas fait pour supporter cette augmentation des usages. On va passer notre consommation, alors qui a baissé depuis l'année dernière, en gros 450 TWh. Les prévisions pour 2030, c'est à peu près 620-630 TWh, du fait de la mobilité électrique, du fait de la climatisation dans le tertiaire, du fait du choix de l'électricité pour le chauffage, bien sûr, qui est un poste très important. Game changer, j'aime bien ce terme, surprise stratégique. Je rencontre des promoteurs, des concessionnaires qui me disent, ça y est, les poids lourds, le monde de la mobilité lourde a changé, ils vont basculer vers l'électrique. Tout le monde s'était dit, c'est l'hydrogène pour la mobilité lourde. Eh bien non. Et ça se traduit très concrètement par des demandes de raccordement de 5 mégas. C'est énorme, 5 mégas, tous les 60 km le long de l'A6, parce qu'il va falloir recharger les batteries des poids lourds. Alors, c'est pas le lieu, c'est pas mon rôle de critiquer, mais ce sont des bascules, voilà, que l'on voit arriver en fait dans l'année et avec une grande surprise. Donc tout ça fait que, eh bien, ce scénario médian produit par RTE en 2021, il n'est déjà plus valable. Donc on augmente nos usages. Et effectivement, cette stratégie nationale bas carbone, c'est électrification des usages. On doit passer l'électricité actuellement dans notre consommation, c'est 25%, c'est pas beaucoup. La grande majorité, c'est l'énergie fossile. Eh bien, on doit passer de 25% à 55% en 2050. 55%. D'où cette multiplication d'usages et d'où cette énorme pression sur le réseau. Et vous m'avez posé la question, est-ce que le réseau va résister ? En l'état actuel des choses, non. En l'état actuel des choses, non. Si on devait raccorder tous ces nouveaux usages sur le réseau, non. Donc c'est pour ça qu'Enedis prévoit 5 milliards d'euros d'investissement jusqu'à 2040 pour faire en sorte que ce réseau, eh bien, supporte cette énergie. Je vais donner juste un exemple simple. Pour nous, ça vous paraît évident maintenant, mais il y a quelques années encore, le réseau, c'était dans un sens. C'était en gros les centrales, les postes sources, et les électrons, ils allaient dans un seul sens. Sauf qu'avec tous les producteurs d'énergie renouvelable, la biomasse, donc le PV, enfin photovoltaïque, l'éolien, les électrons vont dans l'autre sens. Donc il a fallu, et il faut encore, moderniser, renouveler notre réseau, nos postes sources, pour que les électrons soient acceptés, ce qu'on appelle en injection, dans les deux sens. Et ça, c'est une révolution technologique et technique pour Enedis. On y reviendra tout à l'heure. Emmanuel Romieux, donc quand on parle de besoins grandissants en électricité, ça veut dire qu'il faut produire de l'électricité davantage. On a parlé du cap de 2030, mais on voit bien que les usages d'ici à 2030 vont se démultiplier et que le nucléaire aujourd'hui, nos 50 réacteurs, enfin aujourd'hui ils ne fonctionnent pas tous, ils ne vont pas suffire. Donc il va falloir trouver d'autres solutions pour produire l'électricité. Alors évidemment, les scénarios de RTE qui ont été présentés par Enedis sont absolument clés pour comprendre cette transition technologique aussi de moyens de production pour répondre à ce besoin grandissant de consommation électrique. Ce qui est clair, c'est que les centrales existantes, leur premier enjeu, c'est la prolongation de durée de vie. On ne tiendra pas sans le nucléaire existant. Donc on a besoin de ce nucléaire existant et de garantir sa prolongation de durée de vie et que l'entreprise EDF soit capable d'investir dans ces chantiers de prolongation, ce qui est déjà engagé. Les nouveaux EPR, les nouveaux nucléaires, n'est que le facteur post-2040 dans les scénarios. Donc la grande transition, elle est maintenant. C'est-à-dire que les projets doivent sortir maintenant de terre. On ne peut pas dire on compte sur le nucléaire de 2040 pour avoir une belle histoire électrique. Non, l'histoire, elle est maintenant. Il faut plus de projets. Et comment est-ce qu'on fait ces projets ? C'est évidemment les énergies renouvelables. Et là, c'est l'enjeu des territoires. Cette production, elle est territoriale. Ce n'est plus une production centralisée. Et l'outil réseau qu'on a, qui est aujourd'hui bien structuré, certes, il doit muter, mais c'est aussi une grande force de la France pour permettre cette articulation entre production décentralisée versus production centralisée. Ensuite, j'insiste quand même sur un point, c'est que l'électricité, certes, est devenue un point focal extrêmement fort dans les médias et dans les scénarios de transition. Le premier sujet de consommation énergétique en France, c'est la chaleur. Ensuite, c'est la mobilité. Donc, premier sujet, la chaleur. La chaleur ne sera pas toute électrique, loin de là. La chaleur, aujourd'hui, elle est fuel, elle est charbon, elle est gaz. Et comment est-ce qu'on fait cette mutation ? On passe par une mutation du gaz, on passe par une mutation des process, on passe par des réseaux de chaleur urbains, sujet extrêmement important qu'a décrit aussi le président Loury en introduction. Donc cette mutation du système de chaleur, il ne faut pas la voir comme une mutation électrique. Il y en aura de la mutation électrique via les pompes à chaleur, mais ça restera une petite partie de cette mutation du système de chaleur. Et l'autre mutation de la mobilité, donc on a décrit effectivement beaucoup de mobilité électrique dans la mobilité légère. Je pense que le mouvement est enclenché et il est assez décisif aujourd'hui dans les décisions qui sont prises au niveau de l'Europe ou de la France. Pour ce qui est de l'autre mobilité,
mobilité industrielle ou mobilité poids lourd, je pense que le mix sera plus mesuré. Alors certes, peut-être qu'il y a un intérêt aujourd'hui sur les poids lourds électriques. Aujourd'hui, les poids lourds hydrogène, les poids lourds GNV ou les bus GNV sont des solutions immédiates, extrêmement performantes, notamment en GNV. Et il faut aller vers des circuits plus courts pour évidemment alimenter en énergie ces véhicules, parler de bio-GNV par exemple, des méthaniseurs sur des territoires qui permettront aussi de produire du carburant bio-GNV. Effectivement, cette partie de circuit court n'est pas tellement une vocation de dire faut que ça soit local, mais la question est pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit local? Alors déjà pour une question d'acceptabilité, d'appropriation des projets énergétiques au niveau local, mais également pour une meilleure adéquation entre les capacités de production et les modes de consommation locaux. C'est-à-dire que si vous allez dire à un territoire qui n'a aucun bois, fait une chaudière biomasse, il va faire venir des camions depuis 300 km, ça n'a pas de sens. Si en revanche il a des gisements de géothermie, qu'il fasse de la géothermie. Vous voyez, il y a une question d'acculturation et d'adéquation entre le disponible local et le mode de transformation et de transition locale. Thomas Fraioli, on parlait à l'instant d'énergie renouvelable. Quelles énergies renouvelables sont à déployer dans la région et ici, dans le département ? Alors, j'ai envie de vous dire, mais toutes les énergies renouvelables, parce que même si je vous ai parlé de stratégie nationale bas carbone, de l'objectif de décarbonation, il s'est rajouté quelque chose de fondamental il y a maintenant 1 an et demi, c'est la guerre en Ukraine et la prise de conscience que le mix énergétique, ce n'était pas seulement en vue de décarboner, c'était aussi en vue de notre indépendance énergétique. Et là, on fait le calcul, et vous pouvez le faire tous les jours sur le site de RTE, on voit qu'on a besoin des énergies renouvelables, tout simplement pour être indépendant, pour ne pas importer notre électricité. Donc on en a besoin. Ces énergies renouvelables sont bien sûr l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, avec des importances et je dirais une rentabilité énergétique différente, puisque, pour vous donner un exemple, il y a un problème d'acceptabilité de l'éolien. Mais l'éolien, une éolienne, c'est entre 2,5 et 3 mégas, c'est qu'une éolienne va alimenter en gros, sur toute l'année, 1250 foyers. Voilà, c'est énorme. Alors, je ne parle pas, bien sûr, du nucléaire. Hein. Un réacteur nucléaire, c'est à peu près 1000 éoliennes, voilà, pour avoir cet ordre d'idée. Mais il va falloir, bien sûr, développer toutes ces énergies renouvelables. On le voit d'ailleurs, et on le voit très concrètement dans nos chiffres, puisque chaque année, on remonte au siège nos prévisions de dépenses, nos prévisions d'investissement. Et c'est très intéressant. On a vu se développer depuis l'année dernière ce qu'on appelle des producteurs basse tension, ce qu'on appelle nous les petits producteurs. Concrètement, c'est un exploitant qui va mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de ses hangars. J'en avais mis en service, enfin la Bourgogne en a mis en service l'année dernière à peu près 350. 650 cette année, 850 l'année prochaine, 1000 en 2024. Et c'est déjà dans le tuyau. J'appelle ça, c'est la revanche de la ruralité sur la ville. Voilà. C'est tout d'un coup, cette ruralité et ces exploitants, puisque c'est en grande majorité eux, sont eux qui vont alimenter, sont eux qui vont nous permettre de franchir le cap de l'indépendance énergétique et aussi de la décarbonation. Donc, toutes les énergies renouvelables sont bonnes à prendre. Jean Lépine, Thomas Fraioli nous parle de la revanche de la ruralité. Donc, dans Lyon, les communes, comment elles jouent le rôle de moteur de la transition énergétique? Comment elles peuvent agir et dans quel domaine elles agissent déjà? Eh bien, comme l'a dit l'orateur précédent, les communes sont de plus en plus conscientes du rôle qu'elles ont à jouer dans la transition énergétique. Alors, nombreux sont les maires qui éprouvent la satisfaction de participer à cet effort général de transition énergétique. Mais il faut bien reconnaître qu'en général, les motivations sont plus directes et plus terre-à-terre. C'est-à-dire, l'objectif, c'est se procurer des revenus complémentaires, faire des économies d'énergie, ou encore investir par elles-mêmes. Alors, les ressources complémentaires, elles proviennent en général, pour les communes, de l'autorisation d'implanter sur leur sol des moyens nouveaux, type éoliennes, photovoltaïques, etc. Un des grands problèmes qu'il faut signaler, c'est la longueur des procédures. Parce que la longueur des procédures est considérablement plus importante chez nous que, par exemple, chez nos voisins allemands. Ça se chiffre, c'est multiplié par 2, je crois, sauf erreur de ma part. En Allemagne, c'est 3 ou 4 ans. Ici, c'est au moins 6 ou 7 ans. Entre la conception d'un projet et sa réalisation.
L'objectif des économies d'énergie est évident pour de nombreuses communes, parce que de nombreuses communes, cette année en particulier, ont vu exploser leur facture d'électricité. La facture d'électricité des communes a été multipliée par 4 en 2023, de plusieurs communes, de nombreuses communes, a été multipliée par 4 entre 2023 et de 2022 à 2023. Donc, nécessité de moderniser les systèmes d'isolation et de chauffage des bâtiments communaux. Mais au final, le problème des communes est celui de leurs ressources financières, puisqu'elles doivent, comme toutes les collectivités, équilibrer leur budget. Donc, elles doivent rechercher des aides, et parmi ces aides, alors c'est là qu'intervient le SDEY. Le premier niveau des aides du syndicat, c'est ce qu'on appelle le Conseil en énergie partagée. Ce Conseil en énergie partagée aide les communes à réaliser un audit énergétique de leurs installations et à effectuer des études de faisabilité pour les actions recommandées. Puis viennent toutes sortes d'aides, tout un panel d'aides concernant le solaire, thermique ou photovoltaïque, les chaufferies bois, la rénovation énergétique des bâtiments. Parmi ces aides, comme le président l'a dit en introduction, mentionnons les efforts très importants qui ont été faits par le SD en faveur de l'éclairage public, qui a pu être modernisé sous forme d'éclairage LED dans de nombreuses communes, cet éclairage étant à la fois plus efficace et moins gourmand en énergie. Alors, peut-on améliorer le système ? Ce qu'il faut dire, c'est que les actions du SDEY ont été en quelque sorte victimes de leur succès, à tel point que les ressources disponibles ne permettent plus aujourd'hui de répondre à toutes les demandes des communes. Par exemple, il a fallu instaurer une liste d'attente pour le Conseil en énergie partagée. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire face à cette situation ? Est-ce qu'on pourrait envisager de nouvelles ressources, de nouvelles aides, de nouvelles ressources de la part de départements, régions, etc. Je pose la question, évidemment, je n'ai pas la réponse. Alors, il existe un autre acteur sur le département qui travaille à la transition énergétique, c'est l'ASEM, la Société d'économie mixte Ion Énergie, filiale d'USDEI. Quel est son rôle et quel projet pousse-t-elle ? Alors, l'ASEM est une société d'économie mixte qui a été fondée en 2016 et qui est dotée d'un capital de 2,7 millions. Elle est détenue à 83% par le syndicat, donc très majoritaire, à 12,95% par 3 autres SEM et à 1,85% par un autre syndicat et à 2,2% par 2 banques. Par cette participation, le syndicat poursuit un double objectif. Poursuivre de nouvelles opérations industrielles dans le domaine de l'énergie verte et, deuxième objectif important, se procurer à terme des ressources complémentaires par les dividendes ou les retours qu'il espère tirer de sa participation dans le capital de l'ASEM. Alors l'ASEM a des moyens humains limités à une directrice, ici présente, et à une assistante. Elle s'appuie en tant que de besoin sur des conseils extérieurs, comme certains de ses actionnaires, ou encore sur Gaz et Électricité de Grenoble, qui est une SEM très importante, qui assure les besoins en gaz et électricité de la ville de Grenoble. C'est une SEM qui a échappé, si j'ose dire, à la nationalisation de 1947. Depuis sa création, la SEM a étudié un grand nombre de projets concernant de l'éolien, du photovoltaïque, de la méthanisation ou encore de la méthanation. Il faut étudier de nombreux projets pour en voir quelques-uns sortir de terre. La SEM s'est assurée des droits sur plusieurs sites susceptibles d'accueillir des installations éoliennes ou photovoltaïques. Mais elle se heurte, comme j'ai dit tout à l'heure, à la longueur des procédures. 2 exemples de réalisation au projet. Par exemple, la participation à hauteur de 20%, je crois qu'on en parlera plus tard, dans une installation de méthanisation à Pont-sur-Vanne, qui est en cours de construction, dont le lancement remonte à 2017 et dont la production doit démarrer début 2024. Donc, vous voyez la longueur. La participation, autre projet, participation à hauteur de 10% dans un projet de très grandes éoliennes dans le Haut-Armançon, projet d'une puissance de 100 MW. Alors ce projet est promu par une société allemande. Il est à la fois inhabituel par sa taille et c'est un exemple des multiples contestations et recours qui sont habituels dans ces domaines. Parce qu'il y a des discussions absolument interminables avec les écologistes, l'administration, etc., etc. Je citerai aussi, dans les projets qui ont été conduits par la SEM, un projet de méthanation qui est actuellement en sommeil. Alors, méthanation, ça vise à produire à partir de CO2
qui se dégage d'une décharge et d'hydrogène vert qui serait obtenu par électrolyse, de produire du méthane de synthèse injectable sur le réseau. Alors ce projet est actuellement en sommeil. On espère qu'un jour il pourra ressusciter. Alors je voudrais terminer par une exhortation à mesdames et messieurs les maires ici présents en nombre. Si vous envisagez ou si vous avez des projets de production d'énergie verte, éolien, solaire, biomasse, etc., notamment dans le cadre des zones d'accélération d'énergie renouvelable dont on a parlé tout à l'heure, pensez à la SEM. Elle est prête à participer à tout projet économiquement rentable comme partenaire majoritaire ou minoritaire. Elle s'adaptera aux besoins que vous exprimerez. Elle est très consciente des préoccupations et des besoins des territoires de l'Yonne. Et ainsi, vous contribuerez, grâce à la participation de la SEM, grâce à la participation du SDE majoritaire dans la SEM, à procurer à terme des ressources au SDE, lequel pourra à nouveau ainsi favoriser le développement de projets dans les communes. Merci beaucoup. Merci Jean Lépine. Merci. Donc on le voit bien, cette transition énergétique s'accompagne de changements. On en a parlé dans nos usages, des changements aussi dans nos comportements. La question qu'a envie de vous poser Emmanuel Romieux, c'est quel changement pour les territoires ? Alors, le changement de territoire, effectivement, ne doit pas compter sur l'initiative uniquement individuelle qui existera sous des formes de signaux prix, de grands signaux nationaux ou de signaux de type... Alors, par exemple, on n'a pas fait mieux depuis très longtemps que EJP. Ceux qui connaissent le tarif EJP, aujourd'hui, malgré toute la complexité qu'on a créée, on ne fait pas mieux comme signal prix pour les usagers. Et ça, c'est le type de comportement individuel qu'il faut arriver à générer dans la nouvelle complexité qu'on a. Donc comment adapter le comportement individuel à des enjeux de production et de distribution au niveau global. La meilleure réponse qu'on peut apporter à ce type de questions, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que le projet de transition énergétique, ce n'est pas un projet de transition technologique, c'est un projet d'aménagement du territoire. Et ce sujet est évidemment en premier lieu politique. Ce n'est pas un sujet techno où un bureau d'études ou un cabinet de conseil auprès d'un acteur de l'État va dire « c'est ça la transition écologique et énergétique en Bourgogne ». Le sujet, c'est un sujet de contraintes évidemment réglementaires qui s'imposent aux élus locaux, qui doivent répondre à des enjeux, mais c'est un sujet d'appropriation, de comment j'aménage mon territoire, comment je crée des nouvelles ZAC, comment j'aménage mes quartiers existants, comment j'implante des moyens de production nouveaux, que ce soit un méthaniseur, que ce soit une centrale biomasse, que ce soit une géothermie, que ce soit un parc éolien, en quoi ça répond à des besoins industriels, à des besoins de mutation du logement, à besoin des mutations des usages, à un besoin de croissance ou de décroissance de la population. Et en fonction de ça, le scénario de territoire pourra faire émerger beaucoup plus simplement des projets. Si on oublie cette étape politique d'appropriation, d'aménagement du territoire, on va se retrouver dans un défi technologique qui sera tout le temps en opposition avec la population ou les élus locaux. Et ensuite, l'autre transition qui est nécessaire, c'est aussi une transition des métiers. C'est qu'aujourd'hui, un des facteurs bloquants très souvent des projets qu'on doit réaliser, c'est le défaut d'existence d'entreprises ou de capacité des entreprises à réaliser. Que ce soit des bureaux d'études, sur l'exemple de la rénovation énergétique, ça devient un point bloquant, ou des entreprises capables de faire des travaux de rénovation de bonne qualité, ou de faire des travaux de réseau dans l'ampleur que vient de décrire Enedis tout à l'heure. Ça sera vraiment un des points de transformation des territoires en termes d'emploi, de compétences locales, qui sera extrêmement clé aussi pour la réalisation. Voilà, de nombreux défis, hein, vous l'avez dit pour Enedis. On va poser d'ailleurs la question à Thomas Fraioli, parce que c'est des défis en termes de recrutement, de montée en compétences. C'est sûr qu'à partir du moment où on va devoir raccorder des ENR, des parcs photovoltaïques, on va parler d'autoconsommation dans quelques instants aussi, il y a de vrais défis pour vos équipes. Oui, alors, pour relever ce défi, il y a d'abord le diagnostic, c'est-à-dire que voir ce qu'on consomme, jouer sur la sobriété, jouer sur l'efficacité énergétique, jouer sur l'électrification. Ce diagnostic, il passe à travers un service qui s'appelle Espace Mesures et Services pour les collectivités. J'en parle parce que c'est une fourniture. On fournit gratuitement l'ensemble des données à chaque collectivité pour voir ce que consomme effectivement la collectivité, où sont les passoires énergétiques et ce que l'on peut faire. L'éclairage public, c'est 40% du budget d'une collectivité. C'est énorme. Donc, si on peut jouer là-dessus et voir où il y a des passoires, où sont les problèmes, eh bien ça, c'est quelque chose que Enedis fournit. Une fois qu'on a fait ce diag, on n'a pas fait grand-chose. Alors, c'est pas parce que je me pèse tous les jours que je maigris. Il faut aussi agir. Et dans cette action, ça passe pour nous, et notamment par le renouvellement du réseau, la modernisation, par des embauches.
lorsque je suis rentré chez Enedis, on était à peu près à 400-500 embauches par an. C'est 3000 en 2023. C'est aussi beaucoup plus de prestataires externes. C'est 30% de plus. On fait appel à les entreprises. Et pour recruter, eh bien, on fait toutes les entreprises, il y en a ici dans la salle, connaissent le défi du recrutement. C'est très difficile tout simplement parce qu'on est au creux d'une classe d'âge et ça ne va pas s'arranger. C'est-à-dire qu'on a besoin concrètement de gens qui sortent de lycée technique, de bac pro ou de BTS. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas un vivier suffisant. Donc on s'est fédéré avec tous les métiers d'électricité pour porter ce projet de réseau des écoles de la transition énergétique et d'aller dans les lycées pro sur toute la région, dès la seconde, pour colorer, c'est-à-dire fournir 30% de la formation de ces élèves et déjà les flécher dès la seconde pour dire, voilà, si tu réussis, si tu as ton bac pro, on te prend chez Enedis. Parce que les métiers techniques attirent moins. Donc ça fait partie des choses. Sur les dispositions techniques, eh bien, c'est aussi de la flexibilité. Ça veut dire quoi concrètement la flexibilité? Ça veut dire que vous êtes une entreprise, vous installez, ou vous êtes un champ d'éolien, vous avez besoin de vous raccorder, on vous dit, OK, vous voulez tant de puissance, vous voulez 100 mégas, on ne les a pas, il va falloir construire un poste source, ça va prendre 7 ans. En revanche, si vous limitez à 40 ou 60 mégas, là, on vous raccorde tout de suite. Vous êtes une entreprise, vous dites, OK, moi j'accepte de baisser ma charge entre, je ne sais pas, de 12h et 14h, par exemple, le moment où le pic de charge peut être le moins important, ou alors de 14h à 15h, et vous jouez sur la souplesse horaire. Eh bien, Enedis va vous rétribuer, va compenser cette flexibilité, ce qui va permettre de raccorder plus de monde plus rapidement sur l'existant. Ce n'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi une question de rapidité. Et ça, on le voit tous les jours. Donc, foisonnement, flexibilité et, bien sûr, innovation numérique. Mais concrètement, il y a aussi un modèle à changer. C'est de se dire où est-ce qu'on veut mettre l'activité, où est-ce qu'elle va être. Donc, c'est le cas pour l'accélération des ENR, mais c'est également le cas pour les grosses entreprises, et apporter, nous, de la puissance par anticipation, et pas en réactif, parce que, je suis d'accord, on a des efforts à faire sur les délais, on les a divisés par 2 en 3 ans, mais le chemin est encore long à parcourir, on n'est pas les seuls acteurs sur le marché, mais on est conscient, en tout cas, de nos faiblesses. On va aborder un dernier sujet, on va parler des obstacles à lever pour réussir cette transition énergétique sur les territoires. Et puis on va vous inviter ensuite, si vous le voulez bien, à interagir. Si vous avez des questions, des remarques, on va prendre un temps pour cela. Emmanuel Romieux, sur cette question des obstacles à la réussite de la transition énergétique, on en parlait tout à l'heure avec notre philosophe, on parlait de l'acceptabilité. C'est un vrai sujet. Est-ce que ce n'est pas le premier des sujets lorsque on parle d'une transition et que l'on veut accélérer en plus ? Alors, c'est sans doute le premier sujet. Alors, la première question que j'ai envie de poser, c'est quelle réussite on mesure? Qu'est-ce que la réussite de la transition énergétique? Pour moi, elle est très claire, c'est plus de projets, plus vite, moins cher. Donc, c'est facile, cette équation, elle a très bien été décrite par Enedis. Comment on raccorde plus vite et moins cher? C'est une équation cruciale aujourd'hui sur les réseaux d'électricité. Pas tellement le moins cher, à la limite, pour les producteurs d'énergie renouvelable, le plus vite coûte, c'est ce qui est le facteur limitant de beaucoup de projets aujourd'hui, la volonté de raccorder plus vite des projets. Et quand on dit raccorder au réseau électrique, ça devient un chemin critique, mais le premier chemin critique est évidemment une question d'acceptabilité. Elle existe autant dans le logement, quand on doit rénover le logement, dans la chaleur renouvelable, quand on va parler à des industriels ou quand on va devoir installer une biomasse en bordure en périphérie d'une grande ville. Elle va exister dans les éoliennes, sujet que vous connaissez évidemment. Elle existe aussi sur les panneaux solaires, avec une force un petit peu moindre, mais dans les grands champs, en tout cas, ça existe. Donc cette notion d'acceptabilité, c'est aujourd'hui un des chemins critiques qui me semble assez aberrant dans la mesure où on n'a pas raconté encore l'histoire collective, en tout cas on ne s'est pas approprié une histoire collective suffisamment forte. Un récit que décrivait Laurence Vanin au début, en disant on n'a pas entraîné une population dans une histoire collective suffisamment forte pour que tout le monde y croie. Alors certes, il y aura toujours des grognards, mais en revanche, collectivement, le chemin est tracé. Et là, on laisse penser que ceux qui contestent ont raison. Que ce soit sur le climat, que ce soit sur le développement de projets. Et cette histoire collective qui n'existe pas, elle peut s'écrire au niveau des territoires via le récit des élus. C'est-à-dire que les élus n'ont pas un mandat, comme l'a très bien dit aussi Laurence Vanin, n'ont pas un mandat avec une échéance, ils ont un récit de territoire à construire pour arriver à entraîner. Ensuite, il y a quand même une autre difficulté. Quand je dis plus de projets plus vite, ça passe par de l'ingénierie. C'est-à-dire on a ce besoin de récit et ce besoin d'acceptabilité, on a aussi ce besoin de sortir des terres des projets. C'est bien beau de faire une courbe à 2035, à 2050, si on n'a pas le début de la courbe, si on n'a pas le portefeuille projet pour dire qu'on est capable de sortir 15 mégas de production et de faire 500 rénovations d'écoles et de logements à horizon de 2030, eh bien on n'a pas de récit, on n'a pas d'histoire. On peut faire des belles trajectoires, des beaux scénarios RTE, des beaux scénarios Négawatt ou ADEME, si on n'a pas le début des projets, on n'a pas d'histoire. Et ce début des projets, il passe par des bras armés, c'est-à-dire par des syndicats d'énergie, par des métropoles qui saisissent le sujet, et par des entreprises derrière,
parce que cette ingénierie, elle doit exister au plus près du terrain. Ce n'est pas une ingénierie centralisée à Paris ou dans les ministères qui va faire ces projets, ce sont ceux qui ont réussi par le passé à faire l'éclairage public, à faire les bornes de charge, à faire les routes, à faire toute cette ingénierie départementale ou locale qui est absolument clé. Et donc en termes de compétences, ça ne sera pas que dans les entreprises privées, ça sera aussi au sein de l'ingénierie publique. Merci. Jean Lépine, on va parler de cette question d'acceptabilité, parce que on l'a vu, la transition énergétique, ce n'est pas la seule affaire de l'État, des entreprises, des collectivités, c'est aussi l'affaire de chacune et chacun. Comment sont engagés les habitants sur Lyon aujourd'hui? Alors, en ce qui concerne les citoyens, la situation évolue, puisqu'on constate que les citoyens, nos compatriotes, sont de plus en plus conscients des problèmes de la transition énergétique. Je pense qu'il y a un changement de mentalité qui s'est opéré là, dans la population, et c'est une excellente chose. Nos compatriotes font des efforts évidents pour réduire la consommation énergétique dans leur logement, logement neuf ou logement ancien. Ils font aussi des efforts pour modifier les sources d'énergie auxquelles ils font appel. Moins de fioul, plus de bois, plus de pompes à chaleur, etc. Donc je crois qu'il faut se satisfaire du fait qu'il y a une prise de conscience, à mon avis, de la part des citoyens, pas seulement pour des questions d'économie, mais également pour une question générale de climat au niveau de notre planète, prise de conscience des citoyens qu'il faut faire des efforts. Mais les citoyens se heurtent à toutes sortes de difficultés. Par exemple, il y a des inquiétudes sur la disponibilité en énergie électrique dans les années à venir. Bon, ça c'est sûr. Et pourtant, il y a une grande accélération dans les demandes de pompes à chaleur, ce qui est un peu contradictoire. Autre exemple, on nous dit qu'il faut réduire l'usage de la voiture. Alors, comme disait notre philosophe, réduire l'usage de la voiture, c'est peut-être très bien dans les grandes villes, mais dans les campagnes comme les territoires ruraux comme ceux de Lyon, c'est une vue de l'esprit, parce que les gens qui habitent dans des petits villages, voire dans des hameaux, ne peuvent pas se passer d'avoir une voiture, voire une voiture par habitant. Hein. Donc ça veut dire quelquefois 2 ou 3 voitures par foyer. Et les pouvoirs publics, tout en étant fermes sur les objectifs, devraient, à mon avis, être réalistes sur les moyens d'y parvenir. Je crois qu'il faudrait être plus souple sur un certain nombre de mesures. J'ai parlé tout à l'heure des chaudières fioul, pour lesquelles il faudrait sans doute des aménagements. Autre exemple qui rejoint ce qu'a dit M. Fraioli, il y a fort à craindre que l'accroissement de production des énergies renouvelables, en dépit des efforts des pouvoirs publics, etc., soit moins rapide que prévu. Dès lors, comment est-ce qu'on fera la soudure en ce qui concerne la disponibilité en énergie électrique? N'aura-t-on pas besoin de sources supplémentaires d'énergie électrique en attendant les nouvelles centrales prévues pour entrer en production en 2035, 2037, voire 2040? Donc c'est une question. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas se décourager. Un élément très positif, comme je l'ai dit, c'est la prise de conscience par les citoyens que nous sommes des efforts à faire, à condition qu'on leur explique bien et clairement le pourquoi et le comment des mesures qu'on propose ou des mesures qu'on prend. Merci. Je vous propose qu'on confronte ces échanges qu'on a eus tous les quatre avec vous toutes et tous. On a un petit micro dont la vocation, c'est de se balader, donc il va venir jusqu'à vous. Je vous demanderai juste de faire lever la main si vous voulez réagir. Voilà, merci d'avoir éclairé la salle, comme ça je ne suis pas en contre-jour, je vous vois toutes et tous. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir, remonter une réaction ou poser une question à nos trois intervenants? N'hésitez pas une seule seconde, voilà, sachant qu'ils ont été très complets, très pertinents, donc c'est vrai que ça peut tuer un peu les questions. Ça, c'est toujours la difficulté de cet exercice. Si on n'a pas de questions, on va enchaîner avec la séquence suivante. Non, je ne vois pas de questions. Très bien. Mais un grand merci, messieurs. Bravo. Merci beaucoup, Thomas Fraioli, Jean Lépine, Emmanuel Romieux.
C'était particulièrement intéressant et très bien brossé.